C'est un document secret d'une valeur exceptionnelle et d'une importance considérable à plus d'un titre que le Nouveau Courrier s'est procuré. Il est daté du 27 janvier 1993 et a été rédigé par le secrétariat général du gouvernement français de l'époque. Il évoque la situation économique et financière d'Afrique francophone. Le mercredi 27 janvier 1993 se tient une réunion secrète, un conseil restreint, au secrétariat général du gouvernement présidé par François Mitterrand lui-même. Le 31 juillet 1992, les présidents Bongo, Compaoré, Diouf et Houphouët-Boigny ont réaffirmé solennellement leur souhait de maintenir la parité actuelle des francs français et CFA. Mieux, pour ce faire, ils ont manifesté leur ferme engagement de poursuivre dans la voie de l'ajustement réel. En diminuant récemment les salaires de la fonction publique de 20%, le président Biya a montré que l'ajustement réel n'était pas hors de portée. Libreville, Dakar et Abidjan sont les places fortes de la France en Afrique, pour ne pas dire de la France-Afrique. Aujourd'hui, avec le recul, l'on sait que la dévaluation de 1994 n'a pas enrichi l'Afrique. Vous savez, moi j'ai d'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur, parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes. Le 12 janvier 1994 à 0h, le franc CFA qui valait 2 centimes n'en vaut plus qu'un seul. Une dévaluation de 50% qui touche les 14 pays de la zone franc. L'AES espère asseoir sa légitimité en renforçant la confiance des populations dans une nouvelle monnaie en préparation. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso cherchent à se libérer d'un système économique hérité de la colonisation pour pouvoir bâtir un nouveau modèle basé sur l'autosuffisance et le contrôle national des ressources. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. L'Occident n'a jamais respecté sa parole. Pourquoi est-ce que nous on le ferait? Cet appel de Thomas Sankara qui est resté longtemps sans réponse des poltrons à la tête des pays africains trouve aujourd'hui un écho dans la stratégie de l'AES qui envisage une remise à zéro de sa dette pour retrouver sa pleine indépendance économique, ce qui n'est que du bon sens en réalité. Au vu de tout ce que l'Occident a gagné en nous exploitant, ceux qui doivent de l'argent, ce n'est pas nous, ce sont eux. Ils nous doivent tout, même leur vie. Notre seul crime peut-être c'est de chercher à révolutionner notre système de santé par exemple, à équiper nos hôpitaux, à construire des hôpitaux modernes. Peut-être que notre crime ça a été de vouloir révolutionner notre système éducatif, à construire des écoles aux normes, à changer nos curricula. Notre crime c'est peut-être d'avoir permis à nos agriculteurs d'avoir de l'engrais moins cher, de labourer leurs champs gratuitement pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ou notre crime peut-être c'est de vouloir construire des infrastructures routières et ferroviaires pour que nos populations puissent se déplacer. Bref. Certains estiment que l'AES doit d'abord terminer de sécuriser entièrement son territoire avant de lancer sa propre monnaie, car celle-ci repose sur la confiance et la stabilité économique. Sauf que plusieurs éléments montrent que ce n'est pas une condition absolue. Ils peuvent déjà démarrer un certain nombre de processus. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, la question de la souveraineté monétaire s'impose comme un enjeu central. Après leur retrait de la CEDEAO et la mise en place de mesures pour renforcer leur autonomie économique, ces États envisagent désormais l'introduction d'une monnaie commune. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de contrôle de leurs ressources naturelles et d'émancipation du franc CFA, instrument qui, on le sait tous, permet encore l'influence de la France dans leur économie. L'histoire monétaire de l'Afrique noire est marquée par un tournant majeur. C'est la dévaluation du franc CFA en 1994. Le 11 janvier de cette année-là, sous la pression de la France et du FMI, les chefs d'État de la zone UMOA et la zone CEMAC annoncent donc une réduction de moitié de la valeur de leur monnaie, du moins de ce capuchon de bouteille. Vous voyez ce que je veux dire? Cette décision unilatérale, prise sans consultation des populations, ni consultation des dynamiques économiques de la région, a donc plongé des millions de personnes dans une pauvreté extrême. La flambée des prix des produits importés, notamment alimentaires et énergétiques, a provoqué donc des émeutes meurtrières, par exemple à Dakar. Vous savez, moi j'ai d'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur, parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amenés à brader une bonne partie
qui nous ont amenés à brader et certains avoirs nationaux. Mais le problème, c'est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. À partir de 1990, l'idée a commencé à circuler que finalement nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Et que donc il fallait maintenant passer à l'ajustement monétaire pour donner à nos économies la compétitivité. Le 12 janvier 1994 à 0h, le franc CFA qui valait 2 centimes n'en vaut plus qu'un seul. Une dévaluation de 50% qui touche les 14 pays de la zone franc. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Michel Kandessu, directeur général du FMI. Ce coup de téléphone, je crois, a duré 2 heures de temps. On a commencé à parler sur un ton courtois, puis ensuite ça s'est durci. J'étais dans mes appartements du palais. Mon épouse qui allait et venait, à un certain moment, elle a senti que le ton se durcissait. Et s'est assise pour prier. J'ai dit, mon mari a des problèmes. C'est assise pour prier. Et Michel Kandessu me disait, en résumé, Président, vous avez été très courageux, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous ensemble, vous fassiez la dévaluation. Africa finds herself in a catch-22 situation, you see. She better watch what she says here and there, or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc. What kind of blackmail is this? And it's a painful thing for me sitting here to have to be making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. You know? Un jour, un responsable du Fonds monétaire m'a dit, Monsieur le Président, avec la cote que vous avez dans votre pays, vous devez accepter de prendre des décisions impopulaires parce que vous seul, vous pouvez les faire accepter. Bon, il avait raison. Mais en même temps, cette cote, à ce moment-là, elle dégringolait. Hein? Mais j'étais obligé de le faire. Et un jour, un syndicaliste m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous voulez accepter de faire ça? J'ai dit, mais j'ai le dos au mur. Si je ne le fais pas, peut-être qu'à la fin du mois, vous ne percevrez pas vos salaires, vous les fonctionnaires. Parce que je n'aurai pas les fonds que j'attends. Le Nouveau Courrier revient sur les secrets d'un épisode à la fois important et socialement douloureux de la zone franc en question. C'est un document secret d'une valeur exceptionnelle et d'une importance considérable à plus d'un titre que le Nouveau Courrier s'est procuré. Il est daté du 27 janvier 1993 et a été rédigé par le secrétariat général du gouvernement français de l'époque. Il évoque la situation économique et financière d'Afrique francophone, mais il faut le contextualiser, l'analyser, en tirer ce qu'il dit et aussi ce qu'il ne dit pas. Le mercredi 27 janvier 1993 se tient une réunion secrète, un conseil restreint, au secrétariat général du gouvernement présidé par François Mitterrand lui-même. La droite de Balladur va mettre en place une dévaluation du franc CFA foudroyante. Le 31 juillet 1992, les présidents Bongo, Compaoré, Diouf et Houphouët-Boigny ont réaffirmé solennellement leur souhait de maintenir la parité actuelle des francs français et CFA. Mieux, pour ce faire, ils ont manifesté leur ferme engagement de poursuivre dans la voie de l'ajustement réel. En diminuant récemment les salaires de la fonction publique de 20%, le président Biya a montré que l'ajustement réel n'était pas hors de portée, se félicite le document. Admirable rhétorique. Ce n'est peut-être pas encore écrit dans les manuels d'histoire français, mais il est presque déjà notoire que depuis les indépendances, Libreville, Dakar et Abidjan sont les places fortes de la France en Afrique, pour ne pas dire de la France-Afrique. En 1993, les présidents que la France consulte et écoute se nomment Omar Bongo, Abdou Diouf, Félix Houphouët-Boigny, même si très diminué dans les faits, c'est Alassane Ouattara, son Premier ministre, qui gouverne. Mais aussi, et là encore ça surprendra sûrement quelques observateurs attentifs, Paul Biya, président déjà du Cameroun, et Blaise Compaoré, président déjà lui aussi du Burkina Faso. Les leaders africains le savent pertinemment. L'hypothèse d'une dévaluation du franc CFA est en 1993, depuis plus d'un an et demi, dans les tubes des plus libéraux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, institution économique toute puissante issue des accords de Bretton Woods.
Au FMI et en particulier à sa direction, M. Camp-Dessus en est un partisan inconditionnel. Et derrière lui, celui qu'un storytelling bienveillant et accommodant présente comme un ancien directeur du FMI ou un ancien directeur adjoint du FMI, mais qui ne fut dans les faits que membre du cabinet Camp-Dessus, Alassane Ouattara. Pour preuve, celui qui succédera à Camp-Dessus, embarrassé par quelques affaires pénibles, sera son vrai numéro 2, M. Fischer. La dévaluation du franc CFA, une fabrique de misère pour les masses africaines, une gigantesque opération spéculative pour les sachants. La dévaluation se met en place. Elle n'empêchera pas une division par 2 des salaires dans de nombreux pays, où elle s'additionnera à l'austérité préconisée par la gauche. Tout va aller vite, vraiment très vite. En quelques semaines, on passe de la note secrète de conseil restreint, recommandant en somme de repousser la dévaluation au profit de l'ajustement, à la mise en place effective de celle-ci. La dévaluation sera une opération financière et monétaire, mais aussi une opération juteuse et assimilable à un gigantesque délit d'initié pour certains, qui savaient ce qui allait se passer pour des raisons évidentes et qui en ont bien profité. Les dommages et bénéfices seront tels que pour stopper l'hémorragie, le 31 juillet 1993, il sera décidé de suspendre la convertibilité du CFA. Le New York Times parlera plus tard de trains de camions remplis de billets france-africains transitant par Londres pour Genève. Il était urgent pour les vénards qui en possédaient d'aller changer en francs français ou en devises bankable ces CFA. Sarkozy était déjà à la manœuvre. Aujourd'hui, avec le recul, l'on sait que la dévaluation de 1994 n'a pas enrichi l'Afrique. Après un rebond artificiel de certaines économies qui se limitaient au beau tableau des institutions de Bretton Woods, la baisse généralisée du pouvoir d'achat qu'elle a entraîné a exacerbé la corruption chez les fonctionnaires, voire précipité des troubles politiques considérables comme en Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra sans doute que c'est dans cette période bien particulière que la grande amitié, pour ne pas dire le pacte, entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara s'est forgée. Aujourd'hui donc, les États de l'AES veulent éviter un nouveau choc économique imposé de l'extérieur, vu qu'ils n'ont toujours pas le contrôle sur la monnaie. En la créant et en la contrôlant, ils vont donc comme ça mettre fin à une dépendance vis-à-vis du trésor français et mieux protéger leur souveraineté économique. Le succès de la future monnaie des États de l'AES repose sur plusieurs facteurs. L'introduction d'une nouvelle devise implique la mise en place d'une infrastructure solide. Les États de l'AES pourraient donc choisir de frapper leur monnaie localement ou alors de faire appel aux partenaires étrangers comme l'imprimerie russe Goznak qui collabore déjà avec plusieurs autres pays africains. C'est assez courant. L'objectif sera de garantir des billets sécurisés contre la contrefaçon et une transition fluide vers une nouvelle monnaie. Une banque centrale indépendante devra être créée pour pouvoir piloter la politique monétaire et assurer la stabilité de la future devise. Elle devra également encadrer le marché financier et prévenir des risques d'inflation incontrôlée. Les techniques financières vont jouer un rôle clé dans la réussite de cette transition. L'adoption de solutions de paiement mobile, déjà largement répandues en Afrique, pourra donc faciliter l'intégration de la nouvelle monnaie et accélérer son acceptation dans la population, en particulier en milieu rural. Une monnaie forte doit être convertible sur les marchés internationaux pour échapper aux pressions des institutions occidentales. L'AES pourra renforcer sa coopération avec les BRICS et établir des accords bilatéraux, ce qui va permettre d'échanger sa devise contre le yuan, le rouble ou alors d'autres monnaies non occidentales. D'autres mécanismes comme les accords swap de devises ou l'échange direct avec des partenaires stratégiques pourraient favoriser l'adoption et la stabilité de cette nouvelle monnaie, ce qui va réduire donc la dépendance au dollar ou encore à l'euro. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Les pays de l'AES disposent d'abondantes ressources naturelles. Or, uranium, pétrole, coton, tout ça était longtemps exploité par les multinationales étrangères, principalement françaises, au détriment des économies locales. Ces dernières années, des décisions majeures ont été prises pour pouvoir inverser cette dynamique. Le Mali, par exemple, impose de nouvelles règles aux compagnies minières pour garantir une répartition plus équitable des bénéfices. L'État exige désormais une part beaucoup plus importante des revenus et un contrôle plus
plus poussée sur les différents contrats d'extraction. Vous avez peut-être entendu parler des problèmes du bras de fer entre l'État malien et Barrick Gold, une des plus grosses entreprises d'exploitation minière du monde. Voilà, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Barrick Gold refuse les nouvelles conditions du Mali. Au Niger maintenant, on a vu la suspension des licences d'exploitation de l'uranium détenues par Orano, dans le but de renégocier des accords plus favorables aux intérêts nationaux ou alors de créer des entreprises qui vont s'en charger elles-mêmes directement dirigées par des locaux. Le Burkina Faso de son côté a nationalisé plusieurs mines stratégiques afin que les richesses du pays profitent d'abord à sa population plutôt qu'aux firmes étrangères et aux oligarques racistes et j'en passe. Donc, en adossant leur future monnaie, la monnaie de l'AES, sur les ressources naturelles, les États de l'AES pourraient stabiliser leurs devises et limiter les fluctuations spéculatives qui affaiblissent souvent les monnaies africaines, spéculations qui sont sous le contrôle de l'Occident. Cette approche, inspirée de l'étalon or, va renforcer la confiance des investisseurs en garantissant le fait que la monnaie repose sur des actifs tangibles plutôt que sur des décisions politiques ou alors des mécanismes financiers occultes. L'AES va donc s'inspirer de ce modèle comme la Russie l'a fait avant ou encore la Chine, qui utilisent leurs ressources naturelles comme levier de souveraineté économique. Et c'est très bien pensé. Certains estiment que l'AES doit d'abord terminer de sécuriser entièrement son territoire avant de lancer sa propre monnaie, car celle-ci repose sur la confiance et la stabilité économique. Sauf que, je comprends l'idée, sauf que plusieurs éléments montrent que ce n'est pas une condition absolue. Ils peuvent déjà démarrer un certain nombre de processus. L'Iran et la Russie ont su adapter leur système monétaire et sécuriser leurs finances malgré des sanctions et des contextes sociaux particulièrement instables, ce qui prouve qu'une indépendance monétaire peut renforcer en réalité la résilience économique. Ça peut aller de pair. Une monnaie souveraine permettra un meilleur contrôle des flux financiers et va comme ça réduire l'influence économique étrangère, ce qui va rendre plus difficile le financement de groupes armés par exemple, les groupes armés hostiles là. On a écouté le général Tchiani expliquer que c'est avec du franc CFA que les terroristes sont payés. Si le franc CFA ne passe plus dans l'AES, ils ne vont simplement plus trouver aucun intérêt à être payés en franc CFA, ce qui va grandement fragiliser leurs actions parce qu'ils ne pourront plus être payés tout simplement. Et la France de son côté ne peut pas financer n'importe comment le terrorisme avec de l'euro parce que ça c'est retraçable. Même en période de troubles, les richesses de nos pays continuent d'être exploitées, souvent par des multinationales étrangères occidentales. Une monnaie adossée donc aux ressources stratégiques vont rester viables malgré les défis sécuritaires, vu qu'ils ont toujours besoin de ça sur le marché international. La meilleure approche semble être une transition progressive et maîtrisée, permettant d'anticiper les risques et d'assurer une adoption efficace de cette monnaie par les populations et les partenaires économiques. Dans sa quête d'indépendance, comme l'Iran à l'époque, le Mali, le Niger et le Burkina Faso cherchent à se libérer d'un système économique hérité de la colonisation pour pouvoir bâtir un nouveau modèle basé sur l'autosuffisance et le contrôle national des ressources. L'Iran a su développer un système financier alternatif pour pouvoir contourner les sanctions internationales en diversifiant ses partenariats vers l'Asie, le Moyen-Orient et d'autres régions émergentes. Grâce à des réseaux de paiement indépendants et une valorisation stratégique de ses ressources naturelles, le pays a réussi à maintenir sa souveraineté économique malgré l'embargo de l'Occident. Ce modèle de résilience offre donc des enseignements très précieux pour l'AES et les autres pays africains. En adoptant des stratégies similaires, l'AES déjà, c'est de dont il est question dans cette vidéo, pourra renforcer ses alliances avec des puissances émergentes comme la Russie, la Chine, l'Iran et mettre en place un système financier très robuste, capable de résister aux pressions extérieures parce qu'il y en aura massivement. Dans un contexte de transition monétaire, la désinformation devient aussi une arme utilisée pour fragiliser l'AES. L'affaire récente impliquant une fausse déclaration attribuée au premier ministre nigérien Ali Maman Lamine Zein est une illustration flagrante de ça. Le communiqué du cabinet du premier ministre, une publication vantant les mérites du franc CFA paru sur les réseaux sociaux, en attribue faussement la paternité au premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mahaman Lamine Zein. Il s'agit en réalité d'une fake news car le premier ministre n'a jamais tenu de tels propos mensongers et délibérément biaisés. Le cabinet du premier ministre apporte donc un démenti formel au contenu de cette publication faite à Niamey le 27 février 2025. Lancer un fake news de cette ampleur répond à plusieurs objectifs stratégiques. Déjà, ils veulent manipuler l'opinion publique. En attribuant de fausses déclarations à un haut responsable, les instigateurs cherchent à semer le doute et à brouiller la position officielle du gouvernement. Ils veulent aussi exploiter les tensions autour du franc CFA globalement. On sait que la question monétaire est hautement sensible dans l'AES. Faire croire que le premier ministre du Niger soutiendrait le franc
CFA pourrait provoquer des divisions au sein de la population et parmi les dirigeants, parmi la classe dirigeante. Un autre objectif, c'est de discréditer la volonté de rupture. Certains acteurs internes ou externes favorables au statut communautaire, c'est-à-dire au fait que l'Occident contrôle la monnaie de l'AES, pourraient alimenter des rumeurs contradictoires pour pouvoir semer la confusion et affaiblir le projet d'indépendance militaire. Parce que oui, ils ont tout intérêt, ces gens-là en tout cas, à ce que le franc CFA reste. Là où la population et tout le reste du pays a tout intérêt à sortir de cette monnaie. Dites-vous aussi que quand ils lancent des rumeurs comme ça, les ennemis de l'AES sont en train de mesurer la réaction des autorités, ce qui va leur permettre d'ajuster leur stratégie de désinformation à l'avenir. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, géré uniquement par les Africains. En insinuant des désaccords internes sur la question monétaire, ces attaques veulent affaiblir la solidarité entre tous les membres de l'AES également. Vous voyez que rien qu'un petit truc de ce genre, les conséquences peuvent être catastrophiques. C'est pour ça qu'ils vont multiplier des attaques de ce genre. Et c'est pour ça que l'on doit être très vigilant dans les informations que l'on regarde et dans la manière dont on traite ces informations-là. Il existe toute une méthode, on va dire toute une école pour pouvoir distinguer, pour pouvoir apprendre à distinguer les fake news. Si vous voulez que j'en parle, dites-le moi en commentaire. Les prochaines tentatives de déstabilisation de l'AES pourraient prendre d'autres formes. Par exemple, les accusations de corruption des dirigeants de l'AES afin de discréditer leur projet monétaire. Ils pourraient aussi utiliser la propagande sur la stabilité du franc CFA, largement relayée déjà par les médias occidentaux et les acteurs locaux qui veulent rester dans le franc CFA parce que eux, ça les arrange. Autre chose qu'ils pourraient utiliser, ce sont des cyberattaques qui vont cibler les infrastructures financières émergentes de l'AES pour tenter la mise en place d'un système économique souverain. Face à toutes ces menaces, l'AES a adopté une stratégie proactive pour sécuriser son espace médiatique. En décembre 2024, à Bamako, les ministres chargés de la communication et des TIC des différents pays de l'Alliance ont validé plusieurs initiatives. Déjà, il y a eu le lancement d'une web télévision pour pouvoir diffuser des informations maîtrisées, la création d'une chaîne de télévision et d'une radio dédiée aux enjeux de l'AES et l'organisation de débats télévisés synchronisés permettent d'informer et de sensibiliser la population. Le ministre malien de la communication a justifié cette décision par la nécessité de faire face à une guerre informationnelle très intense dans un contexte de crise sécuritaire et politique prolongée. Toutes ces initiatives donc visent à renforcer la résilience médiatique de l'AES et à protéger ses populations contre les manipulations orchestrées par les acteurs opposés à son projet de souveraineté. Face aux campagnes de désinformation et à l'acharnement médiatique, la Confédération des États du Sahel a pris des initiatives décisives pour pouvoir rassurer les populations et asseoir, on va dire ça comment, son discours officiel, du moins un contrôle sur le discours officiel. Donc, véritable porte-parole de la révolution monétaire de l'AES, cette web télévision va jouer un rôle clé dans la coordination et la communication officielle et la diffusion d'informations vérifiées. En offrant une transparence totale sur les réformes en cours et en éduquant le public sur les enjeux économiques, l'AES espère asseoir sa légitimité en renforçant la confiance des populations dans une nouvelle monnaie en préparation. L'endettement des nations africaines demeure un obstacle majeur dans la souveraineté économique. Bien que le continent regorge de ressources naturelles et humaines, le poids de la dette maintient les pays africains dans une dépendance structurelle vis-à-vis des créanciers internationaux. L'AES donc, en rupture avec ce modèle économique hérité de la colonisation, envisage une refonte complète de son système monétaire afin d'échapper à ce piège financier. En 1987, lors du sommet de l'OUA, Thomas Sankara dénonçait la dette comme étant un outil de contrôle néocolonial et appelait à une insoumission collective, donc appelait à ce que les pays africains ne la remboursent pas, ne la respectent pas. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour
comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. En refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et il avait raison, la dette peut ne pas être remboursée. Parce que si les pays africains ne payent pas, les gars là ne meurent pas. Les pays occidentaux ne meurent pas. Or, si on paye, on meurt. Quel est le choix qu'on a à faire? En plus, ce n'est même pas comme si en face, il y a des gens qui respectent trop leur parole. L'Occident n'a jamais respecté sa parole. Pourquoi est-ce que nous on le ferait? Cet appel de Thomas Sankara qui est resté longtemps sans réponse, des poltrons à la tête des pays africains, trouve aujourd'hui un écho dans la stratégie de l'AES qui envisage une remise à zéro de sa dette pour retrouver sa pleine indépendance économique. Ce qui n'est que du bon sens en réalité. Au vu de tout ce que l'Occident a gagné en nous exploitant, ceux qui doivent de l'argent, ce n'est pas nous, ce sont eux. Ils nous doivent tout, même leur vie. Et c'est ça que l'on doit comprendre. C'est même sur cette base-là qu'on doit venir leur dire, c'est vous qui nous devez de l'argent. Non seulement les compteurs sont à zéro, mais ils nous doivent tout, littéralement. Ils nous doivent trop d'argent même. Avec la création de la Web TV, l'AES ne se contente pas de réagir aux attaques médiatiques. Elle pose les bases d'une souveraineté informationnelle aussi, qui va lui permettre de mener ses réformes en toute indépendance, sans avoir
encore le bruit des médias parasites. Donc, couplé à un projet monétaire libéré du joug de la dette, cette dynamique va certainement redéfinir l'avenir économique de la région et servir d'exemple à toutes les autres nations africaines en quête d'émancipation. L'heure est venue pour l'Afrique d'imposer un nouveau rapport de force face aux puissances financières qui l'ont longtemps, trop longtemps, maintenu sous tutelle. La refonte du système de prêts internationaux ne peut être efficace que si ça s'accompagne d'une redéfinition des priorités économiques, c'est-à-dire favoriser le financement interne pour ne plus dépendre des créanciers étrangers, la base. Là, je parle de ce que l'AES doit faire. Promouvoir l'industrialisation des pays de l'AES pour pouvoir transformer localement les ressources naturelles. Tout ça, même l'uranium, on doit avoir nos centrales nucléaires aussi. Développer les échanges sud-sud et quitter les marchés occidentaux. Ça va nous permettre de réduire la dépendance aux institutions financières occidentales et construire un modèle autonome en fait. Regardez un truc. L'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique, à eux trois, représentent un marché de 6 milliards de personnes. 6 milliards de gens à nourrir, à loger, à habiller, à distraire, à équiper, à éduquer et j'en passe. C'est énorme. L'Occident ne nous sert à rien quand on a un marché de 6 milliards de personnes sur une planète qui détient 8 milliards d'êtres humains. On est à plus de la moitié. L'Occident nous sert à quoi? Le marché occidental nous sert à quoi? Et c'est comme ça qu'on doit comprendre le monde. On entreprend pour répondre aux besoins des gens. Rien qu'en Afrique, on est plus d'1 milliard et aucun de nos besoins n'est réglé. Donc, prenons déjà le marché africain. Il y a tant d'argent à se faire sur le continent, tant de personnes à aider, tant de personnes à servir. Depuis sa création, l'AES n'a cessé de poser les bases d'une souveraineté réelle. Une alliance politique et militaire consolidée entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Un drapeau, des passeports propres, affirmant une identité distincte et indépendante. La création d'une télévision pour pouvoir contrer la propagande extérieure et maîtriser sa communication. La récupération du contrôle de ses ressources naturelles, notamment l'or, l'uranium, pour une gestion 100% nationale. La sécurisation des territoires grâce à une armée renforcée et la coopération entre tous les États membres. C'est tellement beau, vous n'imaginez pas à quel point c'est beau ce qu'ils font. Ibrahim Traoré a eu raison de dire que l'AES va inspirer l'Afrique. On a essayé de nous décourager. Et je souhaite que vous ne puissiez jamais être découragés dans vos tâches quotidiennes pour révolutionner vos vies. Et ça doit être ainsi pour tout le monde. Et pour dire que l'Afrique doit comprendre que nous avons le potentiel pour être autosuffisant, pour être indépendant, pour être souverain. Cette bataille va continuer au sein de l'AES et nous continuerons à nous donner la main, à nous unir. L'AES est née dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Je souhaite que tout un chacun puisse donc, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée puisse être la bonne et la meilleure, qui puisse inspirer toute l'Afrique à s'unir. Donc face à tout ce qu'ils ont déjà réalisé et qu'ils comptent réaliser, l'un des pas les plus importants vers l'indépendance reste la fin du franc CFA. Symbole d'un système monétaire colonial, cette monnaie limite la souveraineté des nations africaines et nous soumet aux décisions extérieures. La création d'une monnaie propre à l'AES constitue un changement de paradigme majeur. Certes, la transition devra être minutieuse, très bien gérée pour pouvoir éviter plein de turbulences économiques et sociales. Mais les ressources naturelles, stratégiques et humaines dont disposent ces pays permettent d'assurer pleinement même ce tournant historique. Quand l'AES va parvenir à bien mener cette réforme monétaire, cela va redéfinir l'équilibre régional, déjà dans l'Afrique de l'Ouest, dans le continent, et international maintenant. Une Afrique libérée des dictats monétaires extérieurs va devenir un acteur économique puissant, capable de nouer de nouvelles alliances stratégiques et de rebâtir ses civilisations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec la question. Quel est l'enjeu principal du conflit en mer de Chine méridionale? A. La présence de ressources pétrolières et gazières. B. L'immigration illégale entre la Chine et l'Inde. C. L'expansion militaire du Japon. D. Le contrôle des câbles sous-marins de télécommunications.